Bonjour. Effectivement, je vais essayer d'illustrer un petit peu certains éléments, ce ne sera pas exhaustif en 20 minutes, qui ont été fondamentaux selon nous dans notre développement international. Donc déjà, est-ce que Odo Asset Management a changé depuis qu'on s'est ouvert au monde? Non, pas fondamentalement. On n'a pas changé notre ADN, on n'a pas changé notre identité, on n'a pas changé nos valeurs. Odo Asset Management existe depuis 25 ans. C'est une filiale du groupe Odo, qui est une société financière française indépendante et familiale, détenue par la famille Odo et les collaborateurs. Et c'est une des spécificités qui fait notre force depuis des années en France et qui fait également notre force à l'international. Aujourd'hui, les valeurs d'indépendance, d'entrepreneurship, etc. sont des valeurs qui parlent à des clients, même lointains, en Asie ou au Moyen-Orient. Donc c'est des valeurs qu'on partage et qui font aujourd'hui le socle, on parlait de socle, de notre développement. De même, et c'est très important, et je souhaite l'évoquer vraiment en amont du développement international, il est très important pour nous de conserver et de faire très attention à notre clientèle française. Oui, la croissance en francs est tâtonne, mais aujourd'hui, la France, tout client confondu, représente encore 80% de notre stock. Sur les 15 milliards, 80% sont des encours détenus par des clients français. Donc on ne les oublie pas, évidemment, ils sont clés et cœurs. La fidélisation de ces clients-là et le gain de part de marché chez ces clients-là est fondamental. Une de nos autres forces, c'est la répartition équilibrée de nos encours à l'actif, entre les classes d'actifs, actions, obligations, allocations d'actifs, et au passif, entre les clients institutionnels et les distributeurs. Et cette répartition équilibrée, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de conserver dans notre développement international. C'est-à-dire, on ne va pas focuser sur une seule stratégie ou focuser sur un seul type de client. On va vraiment essayer de conserver cet équilibre qui fait en fait la solidité de la société, quelles que soient les phases de marché et quel que soit finalement le type de client un peu en vogue. On voit que voilà, l'Italie aime bien les actions, mais demain, si ça se trouve, l'Angleterre, voilà, c'est pas mon exemple en ce qui nous concerne, mais l'Angleterre pourra aimer les obligations, etc. Donc il faut rester flexible. La dynamique de collecte, vous l'avez évoquée, aujourd'hui elle est vraiment drivée par l'international. Et ça, c'est fondamental. Et ce qui a changé chez nous, ce n'est pas notre identité, c'est notre manière de fonctionner, c'est notre organisation, c'est nos outils. Et c'est ça que je vais développer un petit peu dans ma présentation. Flèche. Donc ça, Pascal l'a évoqué en long, en large et en travers. La France, c'est un marché compliqué parce que la collecte est atone, mais aussi parce que l'univers concurrentiel est de plus en plus rude. Donc ça, on le dit. Moi, j'ai fait une petite étude, parce qu'on fait aussi des études chez les asset managers, qui consistait à étudier quel est finalement le niveau de pénétration des anglo-saxons sur le marché européen. Aujourd'hui, on voit, on sent que BlackRock est là, Fidelity, on les voit tout le temps. Donc on a fait une étude qui quantifie en fait le taux de pénétration donc sur les fonds ouverts, parce qu'on a moins d'infos sur les mandats, etc. Et en 2014, pour la première fois depuis qu'on a des données, on va dire, les anglo-saxons détiennent plus de 50% du marché européen de la gestion d'actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients, institutionnels ou distributeurs, plus de 50% des fonds qu'ils détiennent sont gérés par des anglo-saxons et majoritairement des Américains. BlackRock en tête, JP Morgan, Franklin Templeton, etc. Donc nos concurrents ne sont plus seulement nos homologues français, sociétés de gestion indépendantes, sociétés de gestion affiliées à des grands réseaux bancaires ou distributeurs, mais sont aussi ces géants américains qu'on connaît moins, qui sont des bêtes un peu hybrides, qui ont beaucoup d'argent, qui investissent massivement. Donc évidemment, le développement international, pour nous, est une nécessité. On a des géants étrangers qui viennent sur nos marchés, à nous de nous structurer et de nous mettre en position d'aller aussi conquérir des encours à l'étranger. Pas nécessairement aux États-Unis, qui sont extrêmement quand même protectionnistes en termes d'asset management, mais déjà au minimum sur des marchés voisins européens. Et puis derrière, au-delà, en ce qui nous concerne, c'est le Moyen-Orient et c'est l'Asie, principalement. Et juste quand vous citez ce chiffre de 50%, oui. Et notamment en citant BlackRock, vous incluez des ETF ou c'est vraiment que les fonds ouverts? On sort les ETF. On sort les ETF. Vous sortez les ETF? Ouais. Ah oui, donc c'est encore... Bon, les ETF sont une forme de concurrence aussi, mais là, je regardais simplement les fonds hors ETF. D'accord. On s'appuie sur les données Morningstar. Donc, l'internationalisation, c'est sympathique, mais ce n'est pas un décret, ce n'est pas une autoréalisation, ce n'est pas parce qu'on veut aller à l'international et qu'on dit qu'on veut y aller qu'on va y arriver. C'est une démarche stratégique et de longue haleine qui demande de la préparation. En ce qui nous concerne, elle a été faite de manière plus ou moins, on va dire, formalisée ou plus ou moins opportuniste. En tout état de cause, on a vraiment procédé sur chacun des marchés sur lesquels on souhaitait aller à une analyse marketing
fine et systématique, taille de marché, dynamique générale d'asset management. On voit, et je reprends l'exemple de l'Italie et de l'Allemagne, voilà, d'Italie et de l'Espagne, pardon, qui sont des marchés très dynamiques en ce moment, structure aussi en termes de concurrence. Et là, j'aimerais citer l'exemple de l'Allemagne, qui avec le UK et la France fait partie des plus gros, enfin c'est le troisième plus gros marché européen, donc il est très tentant pour un asset manager français de se dire on va aller en Allemagne, c'est juste à côté, c'est gros. En réalité, en Allemagne, 90% des encours sont détenus par 5 gestionnaires. Ça veut dire que c'est un marché qui est hyper oligopolistique et très très difficile d'accès, et particulièrement sur la dimension distribution. Voilà, l'Allemagne, pour y accéder en distribution, il faut s'accrocher, vraiment il faut s'accrocher. Et ça, c'est mieux de le savoir avant d'y aller. Donc, une fois qu'on a procédé à toutes ces analyses, fait des petits tableaux, etc., chez Odo, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a été sur le terrain, qu'on a essayé d'être concret, donc on a envoyé des vendeurs dits volants depuis Paris, dans la majorité de ces pays-là, pour tâter le terrain, voir les opportunités, identifier les relais, etc., etc. Donc, une fois que ces deux je dirais, éléments indispensables d'analyse de marché ont été faits, le quantitatif et le terrain, à ce moment-là, on se dit oui, on va aller sur un marché parce que pour X raisons, ce marché est intéressant pour nous. Sur les marchés très lointains, mais ça c'est un détail, on n'hésite pas à passer par contre par des TPM. L'Amérique latine, le Japon, on n'y va pas avec des vendeurs volants depuis Paris. Enfin, moi, ça me semble irréaliste. Donc une fois les marchés ciblés, les modalités de distribution à peu près définies, les objectifs fixés, ce qui est très important, c'est trouver les bonnes stratégies de gestion. Et là, je rejoins vraiment Pascal. Il faut définir sur chacune des stratégies qu'on va commercialiser, déjà réfléchir lesquelles on va commercialiser, définir quels sont les arguments et les éléments de légitimité qui nous permettraient de rentrer. A priori, les investisseurs internationaux ne nous connaissent pas du tout. Déjà, si on est connu en France, on a de la chance en ce qui nous concerne. À l'international, vous dites Odo, enfin vous dites d'autres noms, hein, c'est pareil, les gens ne vous connaissent pas du tout. Donc évidemment, il vaut mieux leur présenter des fonds avec des bonnes performances, qui existent depuis longtemps, avec des tailles d'encours significatives, et de plus en plus la taille d'encours devient un facteur clé et un critère clé. En fait, il nous est déjà arrivé à plusieurs reprises d'arriver chez un gatekeeper, distributeur institutionnel, votre fonds ne fait pas 1 milliard, au revoir. Donc là, on peut arriver avec tous les éléments qu'on veut, les web, les machins, etc. Ça ne sert même pas, ça sert à rien. Et par ailleurs, même si votre fonds a tous les éléments de base, la perf, le track record, l'encours, derrière le process de référencement est hyper long. Enfin, il nous est arrivé, je ne citerai pas le nom du distributeur, mais de mettre 24 mois pour faire référencer un fonds chez un distributeur étranger. 24 mois, ça laisse imaginer l'effort à la fois commercial, l'effort au RFP, l'effort un peu partout en interne. Et pourquoi c'est si long ? C'est long parce que les distributeurs sont hyper regardants, de plus en plus sophistiqués, ils sont ultra sollicités par la planète des asset managers. On est en concurrence. Concrètement, aujourd'hui, on va voir, je ne citerai pas un nom, mais on va voir un distributeur, on a en face de nous DNCA, Carmignac, BlackRock, Amundi, on a tout le monde. Donc les process de sélection deviennent plus longs, vraiment beaucoup plus longs et beaucoup plus compliqués. Donc c'est pour ça qu'avant même d'entamer le process, il vaut mieux quand même déjà être sûr d'avoir dans sa besace quelques arguments assez solides. Donc évidemment, notre objectif en ce qui nous concerne, et c'est un process qui est toujours en cours à l'internationalisation, c'est de ne pas nous éparpiller. C'est de préserver notre savoir-faire et notre modèle, parce qu'il peut être très tentant aussi, quand on va à l'international, de soit référencer tout partout, parce que comme ça, de toute façon, si jamais il y a un flux, au moins on est prêt. C'est pas exactement la bonne manière de faire, soit de baisser ses prix de manière un peu irraisonnée, en se disant, voilà, si on est low cost, on va rentrer, etc. Mais je pense que tout ça, nous, en ce qui nous concerne, ça pourrait dénaturer notre modèle, ça pourrait dénaturer nos savoir-faire, et c'est pas ce qu'on veut faire aujourd'hui. On veut se concentrer, se focusser. Donc bon, ça c'est juste pour dire, avant de partir, évidemment, il vaut mieux être au prix d'un point de vue opérationnel et être prêt aussi à communiquer, que ce soit sur sa marque ou ses produits, et j'y reviendrai. Donc l'impact essentiel que l'ouverture au monde, c'est un peu l'internationalisation a eu sur Odo Asset Management, c'est un impact en termes d'organisation. Toutes les fonctions ont muté, quasiment toutes les fonctions de la société de gestion ont muté, ont évolué. Chaque fonction est impactée à sa manière par l'ouverture à l'international. Et évidemment,
les nouveaux recrutements, qu'est-ce qu'on fait? On recrute des profils internationaux. On recrute des Allemands, des Italiens, des Chinois même. C'est une manière d'aborder l'international et c'est une manière assez efficace. Mais dans les fonctions existantes, toutes autour des fonctions commerciales qui sont en organisation mouvante, on va dire en adaptation, qu'on essaye d'organiser avec des country heads. Donc nous, on est localement implantés sur la majorité de nos marchés. Aujourd'hui, on a 5 implantations hors de France. Donc autour du country head, qui est en général un natif du pays, qui est implanté dans le pays et qui est près de ses clients, parce que la proximité reste quand même un élément clé dans notre métier. Toutes les fonctions évoluent. Le juridique, évidemment, référence des produits, signe des conventions de distribution avec des gens dans des réglementations qu'il ne connaît absolument pas et met en place une veille réglementaire, parce que même si on parle de normes européennes, en réalité, aujourd'hui, de mon point de vue, l'Union européenne n'en est pas vraiment une d'un point de vue réglementaire. Les autorités de tutelle sont assez différentes les unes des autres. En termes de présentation de performance, par exemple, entre la Belgique, l'Italie, la France, c'est pas pareil. Il n'y a pas les mêmes exigences. Donc, avoir un standard européen, c'est fictif, ça n'existe pas. Le marketing, évidemment, que je connais bien. On a juste un passeport, c'est tout. Mais on n'a pas de standard. Pardon? On a juste un passeport européen, en fait. Ouais. Mais en réalité, quand vous faites référencer un produit en Italie, c'est pas l'autorité italienne regarde votre produit. Derrière, quand vous présentez des documents, il vaut mieux les avoir fait lire à un avocat local avant de les montrer notamment à la clientèle retail. Et là, dans chaque pays, c'est encore différent. C'est vraiment encore différent. Et ça impacte essentiellement la vente retail d'ailleurs. L'institutionnel est un petit peu plus simple, on va dire, de ce point de vue-là. Au niveau du marketing, donc oui, il y a 3 éléments clés du dispositif de communication. Les événements, numéro 1, et organiser des événements en Allemagne. Quand on ne connaît pas l'Allemagne, ce n'est pas forcément facile. Le web et le digital, sur lequel nous, on est encore balbutiant, on va dire. C'est vrai, on s'y met, mais on est loin. Et les relations de presse, qui sont indispensables. Il faut savoir parler aux journalistes, les intéresser, les accrocher pour avoir un petit peu de visibilité quand même et supporter notamment les distributeurs avec qui on travaille. Le service client. Pour le coup, chez Odoo-AM, c'est une fonction qui s'est structurée et qui doit savoir répondre à tous les clients. Dans des langues, je crois que notre service client parle 6 ou 7 langues, ils sont 5. Et le reporting, j'y reviendrai, est un élément central, vraiment un élément central du dispositif d'international. Donc ensuite, impact sur la gamme de produits, je ne vais pas faire très long. Le point vraiment essentiel, et Pascal l'a déjà évoqué, c'est winner takes it all. Donc on le dit tout le temps, c'est les gros fonds qui drivent la collecte, etc. Cette année, autre étude que j'ai faite, j'ai regardé le segment des actions mid-cap européennes, hors ETF, qui est un des segments historiques de Odoo Asset Management. Il y a eu un peu moins de 3 milliards d'euros de collecte sur les mid-cap européennes en 2014. Et sur les 3 milliards d'euros de collecte, 85% ont été faits par 8 fonds. Sachant que la catégorie mid-cap européenne compte 300 fonds. Donc on n'est pas dans les 8 fonds. Mais tout ça pour dire que voilà, si vous n'avez pas un gros fonds, si vous n'avez pas un flagship, si vous n'avez pas rationalisé votre gamme, ça va être très compliqué, vraiment très compliqué. Après, il y a les notions de fonds de droit local versus fonds cross-border, les notions de création de parts aussi, création de parts en devise, parce que souvent vous avez un investisseur suisse qui va vous dire « j'aimerais bien investir en francs suisses », ou l'investisseur du Middle East qui va investir en dollars, etc., etc. Donc tout ça a un impact non pas tellement sur nos stratégies fondamentalement, parce qu'on sait faire ce qu'on sait faire, mais vraiment sur l'ingénierie produit. Et il ne faut pas oublier que on parlait de référencement à l'international, chaque fonds référencé à l'international devient lourdissime à gérer en interne. Une fois qu'il est référencé dans 7, 8, 9 pays, auprès de autant d'autorités de tutelle, chaque modification, même mineure sur le produit, vous décidez de, je ne sais pas, changer un montant minimum de souscription, introduire une nouvelle classe de parts, et bien boum, c'est impacté sur 7, 8, 9 autorités de tutelle, il faut passer par des avocats. En fait, ça ne se prend pas du tout à la légère, une décision de référencement. Et puis derrière, il vaut mieux être un peu certain de son produit, de son ingénierie, avant de vouloir modifier quoi que ce soit, ou un niveau d'exposition à tel type d'instrument, etc. Et dernier point, impact sur les outils, last but not least. Alors, je suis désolée, ma presse est un peu pauvre, il vaut mieux m'écouter que regarder la presse. La mise à niveau opérationnel de la société de gestion est indispensable. On ne part pas à l'international en mode entrepreneur, c'est pas possible. Déjà, nous, il y a une première étape qui était quelque chose que pas mal de monde avait déjà, mais qu'on n'avait pas, nous, il y a 2 ans, c'est GIPS. Merci Deloitte.
On s'est mis au standard GIPS, qu'aujourd'hui, quand on va voir certains clients, et notamment en Asie, avant même de franchir la porte, ils te demandent si tu es GIPS. Si tu n'es pas GIPS, tu peux rentrer chez toi. Donc voilà, GIPS, c'est juste un must-have pour un certain type de client. C'est quoi GIPS? GIPS, c'est des standards internationaux de présentation de performance qui font qu'en fait, on se rend comparable avec n'importe quelle société de gestion dans le monde, à peu près, si on veut présenter nos performances. Et on présente non plus des fonds, mais ce qu'on appelle des composites, c'est-à-dire des choses qui sont très normées. On a un composite, obligation européenne, investment grade. On sait, enfin le client sait que ça va être le même type de composite que celui de notre concurrent. Donc ça va simplement améliorer la comparabilité des performances d'un gestionnaire à l'autre, en limitant les impacts, notamment de choix de véhicules, de choix de machin, de fusion de fonds, etc. C'est un standard de qualité. Et deuxième point, enfin et dernier, je dirais, mais qui pour moi est vraiment important, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est le reporting. Aujourd'hui, moi ce que j'ai constaté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'en fait le reporting de performance, les fact sheets, ou je sais pas, on appelle ça comme on veut, c'est le premier outil de communication client. Pour une société comme Odo Asset Management, c'est notre premier outil de communication. Alors oui, plutôt vers des clients existants, ce n'est pas un outil de prospection comme peut l'être un GIPS, mais c'est un outil de fidélisation majeur. Aujourd'hui, on envoie 20 000 reportings chaque mois à nos clients, sans compter les reportings qui sont présentés en rendez-vous, sans compter les reportings qui sont consultés sur le site web. Et notre site web, même s'il n'est pas dingue, mais il va changer l'année prochaine, on a fait une petite étude de trafic et on a regardé ce que vont voir les gens, et notamment les gens non français, parce que ça on peut le voir, je ne sais pas comment, avec des trucs. Et on a vu que les gens, les clients qui vont, enfin les internautes qui vont sur notre site Odo AM, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a, et bien ils vont tous, absolument tous, rechercher des éléments de reporting de performance, tous. C'est tout ce qui les intéresse. Tout ce qu'il y a autour, le décorum de qui sommes-nous, nos valeurs, notre savoir-faire, nos convictions. C'est-à-dire, on a beau faire, voilà, c'est la mise en valeur en fait, du reporting de performance qui a intéressé les gens. C'est qu'est-ce que vous nous proposez vraiment, et derrière, voilà, comment vous le sortez simplement. Donc, pour moi, le reporting est un enjeu central à la fois de développement et de fidélisation. C'est pour ça qu'on travaille sur à la fois les segmentations des reportings, l'augmentation de la qualité des reportings, et c'est vrai que l'outil PISAM, que vous connaissez, je pense tous à peu près ici, nous aide beaucoup à fabriquer ces feuilles de reporting ou ces documents de reporting. Voilà. J'espère que je ne suis pas trop longue. En conclusion, ça va? En conclusion, oui, très bien. Très. Ce qui, moi, me marque, en tout cas, ça fait un bout de temps que je suis chez Odo AM et j'ai assisté vraiment à l'émergence de cette idée d'international, c'est que l'international ne marche que à force de rigueur et de discipline, de patience, vraiment, ça c'est pour moi le mot-clé, ça ne marche pas tout de suite, et de bons outils. On ne peut pas aller à l'international avec, on ne peut pas bricoler, quoi. Voilà. Il faut choisir ses combats, il faut accepter de se tromper aussi, on s'est déjà planté, hein. Créer des classes de parts en dollars où finalement on se rend compte qu'au bout d'un an et demi il y a 700 dollars dessus, voilà, et qu'elle coûte 5000 en fait opérationnellement. Ça change beaucoup de choses, l'international, dans une société de gestion, mais à mon sens, ça ne doit pas changer fondamentalement l'identité de la société de gestion ni ses valeurs qui finalement font son socle. Et ça ne doit pas non plus, enfin je me répète un tout petit peu, mais ce n'est pas parce qu'on va à l'international qu'on oublie nos clients français. Et vraiment, ça, c'est un défi qu'on doit constamment avoir en tête, en fait. Et tous les upgrades qu'on apporte à notre société pour l'international, finalement, doivent servir d'abord les clients qu'on a en France, institutionnels ou distributeurs. L'international, c'est une évolution, une amélioration, mais ce n'est pas une révolution. Voilà. Et si vous deviez refaire le chemin parcouru, qu'est-ce que vous ne feriez pas, par exemple? Les master feeders. Les master feeders? C'est un exemple très concret. La structure master feeder, notamment transfrontalière, un feeder luxembourgeois dans un fonds maître français, c'est opérationnellement ultra compliqué, pas forcément hyper intéressant pour les clients. Nous, on l'avait fait parce qu'on se disait le format SICAV est plus intéressant qu'un format FCP à l'international, et donc on va créer sur nos flagships des SICAV feeders à Luxembourg, parce qu'on a une SICAV à Luxembourg. Sauf que, opérationnellement, c'est la mort. Enfin, franchement, c'est super compliqué, même si on est très content de notre prestataire à Luxembourg. Et puis, le client, finalement, il ne veut pas regarder par transparence. Enfin, il ne regarde pas. Il dit, bah, votre SICAV a été créé en 2010. Ça veut dire que, pour moi, le fonds, il existe depuis 2010. Même s'il est feeder d'un fonds qui existe depuis beaucoup plus longtemps.
Mais est-ce que c'est parce que font beaucoup de sociétés de gestion quand elles vont à l'international? C'est pardon? Elles font pas ça, justement, en général, le master feeder, non? Ben, moi, c'est un des éléments. On peut le faire, et la réglementation aujourd'hui l'autorise et le facilite, même si c'est pas encore simple. Mais c'est quelque chose que moi, en tout cas, je referai pas. Et vous feriez quoi à la place? Soit essayer de vendre les FCP, ça se fait. Un Carmignac Patrimoine, c'est la FCP, je rappelle. Ouais. Et il est vendu un peu partout. Il est passé des accords avec l'État belge, etc. Bon, d'accord. Voilà. Et mettre un peu d'effort là-dessus, défendre la marque FCP, entre guillemets. Ou bien alors, si c'est des nouveaux fonds, et c'est ce qu'on fait, les lancer directement dans la SICAV. D'accord, très bien. Voilà, pas d'intermédiation, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une question? Juste, peut-être quelqu'un qui... Non, pas de question. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Agathe pour votre témoignage.